Donc, ce matin, je parlais de comment accéder à nos ressources et plus spécialement en levant le frein et en osant aller vers ce qui doit être traité pour pouvoir libérer nos énergies. Donc, ça supposait de comment déblayer le terrain pour y accéder. Et ensuite, là maintenant, je vais essayer de voir, une fois qu'on y a accédé, comment ça se goupille. Alors, sous une forme moins psychanalytique que mes prédécesseurs ou que ma prédécessrice, avec l'analyse transactionnelle. Donc, déjà, c'est quoi les capacités? Les capacités dont on a besoin et dont on dispose pour pouvoir faire quelque chose. Si on prend l'analyse transactionnelle, donc le PAE, le parent, l'adulte et l'enfant, quelles sont les capacités de chacun? Le parent, son travail, c'est d'organiser et de tenir le cadre. C'est-à-dire que si on n'a pas un minimum de cadre et d'organisation, on n'arrivera pas à exploiter nos compétences. L'adulte, eh bien, lui, il est chargé de garder une vision claire de la réalité. Or, il peut être parasité par le parent, et à ce moment-là, ce qu'il croit être la réalité, c'est des préjugés. Ou il peut être parasité par l'enfant, et à ce moment-là, ce qu'il croit être la réalité, c'est des illusions. Donc, il est important que l'adulte ait une capacité de discrimination, de voir les choses avec beaucoup d'objectivité, pour qu'on soit sûr que ce qu'on fait, c'est pas uniquement des préjugés ou des illusions. L'enfant, ses capacités sont la possibilité de rester créatif. Donc, l'enfant va jouer avec tous les registres qui existent en nous, les images, les émotions, le corps, et on lui demande pas d'être organisé, d'être structuré, etc. On lui demande au contraire d'être dans sa créativité, sa folie, son dynamisme, ses rêves, etc. Donc il faut les trois. Alors on peut se demander qu'est-ce qui a permis qu'on ait les trois qui fonctionnent. Eh bien, le parent, ça suppose qu'on ait intégré ou travaillé avec une analyse, par exemple, intégrer une imago parentale bonne. Ça veut dire qu'on a eu suffisamment d'expérience primaire ou suffisamment d'expérience reconstituée à l'intérieur d'une cure analytique pour que notre propre parent soit capable d'être à la fois bienveillant mais ferme, capable de contenir et de dire ce qu'il faut faire et d'être un peu organisé, quoi. C'est-à-dire un bon parent qui à la fois nous soutient, mais en même temps nous botte le cul si c'est nécessaire. Un bon parent, c'est pas forcément un parent que bienveillant. Hein. C'est aussi un parent qui est assez rigoureux par certains moments donnés. Donc il y a peut-être en nous un déficit possible et il s'agit de tenir à jour les trois niveaux. Ça dépend donc de notre histoire. Et il y a plein de choses qui dépendent de notre histoire. C'est bien ça la difficulté, c'est que l'analyse transactionnelle est issue de la psychanalyse. Berne était psychanalyste au départ, avant de créer l'analyse transactionnelle. Donc le parent, l'adulte, l'enfant, ça ressemble au surmoi, au moi et au ça. C'est un peu la même idée. Sauf que c'est plus formalisé d'une façon concrète et utilisable. Mais ça s'appuie sur les mêmes expériences de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vécu, qui s'est structuré à l'intérieur de nous. Or, l'adulte en nous, eh bien, ça suppose qu'il ait une expérience perceptive non faussée. Et Dieu sait s'il y a un risque dans le développement psychique et dans les interactions avec l'environnement que la perception de ce qu'on ressent et de ce qu'on voit soit faussée. Tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de voir ça. Quand on fait de la thérapie familiale, comme j'en ai fait longtemps, on voit bien à quel point tout le monde peut être d'accord pour ne pas voir. Et la règle, c'est on ne doit pas voir. Et donc l'enfant qui voit, mais qui a la règle qu'il faut pas qu'il voit, eh bien, il est conduit à nier sa propre perception. Et si jamais il la donne, il reçoit une gifle. Donc il n'a pas le droit de percevoir et il finit par perdre la capacité à percevoir correctement les choses.
Donc il y a plein d'éléments dans notre histoire qui peuvent avoir influencé l'enfant sur « tu ne dois pas voir ça, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas ressentir ça, tu ne dois pas apercevoir ça, etc. » Et comme l'enfant, il est très malléable et que en plus c'est son intérêt vital de continuer dans ce système, eh bien, il ne voit pas, il ne perçoit pas, et il fausse sa propre perception. Donc, en fait, adulte, on a aussi besoin de faire confiance suffisamment, et ça suppose d'avoir fait un travail pour déblayer l'histoire, de faire confiance suffisamment à ce qu'on perçoit. Et c'est pas toujours évident, parce que des fois on perçoit quelque chose, mais il y a quelque chose en nous qui dit mais non, c'est pas possible, ça pourrait pas. Or, aussi bien en tant que thérapeute qu'en tant que patient, il y a un travail à faire sur non, c'est bien ce que je perçois et c'est comme ça les choses, quoi. Troisième point, l'enfant, à l'intérieur de nous, pour qu'il soit créatif, qu'il reste capable de jouer avec tous les registres, avec l'image, avec le corps, avec les émotions, etc. Là aussi, il faut qu'il ait été suffisamment respecté dans son enfance pour son mouvement créatif. Alors évidemment, il va faire des conneries, entre guillemets, mais toutes ne sont pas à brider, puisque si justement c'est issu du mouvement créatif de l'enfant, eh bien il faut supporter qu'il puisse faire des choses qui ne sont pas habituelles. D'où les écoles qui permettent aux enfants une expérience différente que l'école traditionnelle, l'école Montessori et compagnie, parce que véritablement il y a une sorte de bridage du côté créatif dans notre façon d'éduquer les enfants. Et plus tard, beaucoup d'adultes diront « mais moi je suis pas du tout créatif. Moi j'ai rien de créatif. Moi je suis incapable de créer, etc. » Parce que créer, ça suppose aussi de penser un peu en dehors des normes. Ça suppose de se laisser porter par ce qui vient de l'intérieur et de se dire « ah oui, tiens, pourquoi pas, on pourrait essayer, etc. » Il y a un côté un petit peu en dehors des normes, un petit peu foutraque, un petit peu, qui n'hésite pas. D'où le fait que souvent les artistes ou les créatifs sont un peu hors normes, parce que finalement c'est dans leur constitution de pouvoir suffisamment intégrer la joie de créer. Mais pour qu'ils puissent réussir à en faire quelque chose, il faut quand même qu'ils aient une certaine rigueur d'application due à un parent interne qui dit ok, mais tu vas travailler pendant tant de temps à ton tableau, à ta peinture, à ton happening, etc. Tu vas le préparer, ça va, même si c'est un happening, ça se prépare quand même. Bref, on a beau dire, l'impact de la structuration initiale et de la réorganisation de celle-ci est un élément qui permet qu'ensuite on soit fonctionnel. Le problème, c'est que les capacités qui existent en nous, pour donner un résultat efficace et tangible, doivent être toutes les trois présentes. Sinon, on va arriver à quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, il faut agir en synergie. Exemple de la participation de chacun des trois états du moi, le parent amène des valeurs, des cadres, voilà ce qu'il faut faire, comment on va le faire, combien de temps. L'adulte prend une vue objective des moyens à mettre en œuvre, et l'enfant amène le désir, la passion, l'enthousiasme. Si l'un des trois est dysfonctionnel, ça empêche une vraie réalisation de l'objectif recherché. Mais ce que vous observerez, et ce qu'on peut dire d'une façon générale, c'est que l'énergie de tout ça, ça vient de l'enfant. Tout le reste, c'est de la structuration ultérieure. Alors que l'énergie, le désir, la passion, la folie, la créativité, le corps qui se met à danser, etc., c'est l'enfant, quoi. Alors, l'enfant en nous, c'est à la fois quelque chose dont on a besoin absolument, et à la fois quelque chose qui nous dérange, parce que ça va nous faire sortir des cadres que la culture nous enseigne, ça va nous pousser à faire un peu des folies, entre guillemets, etc. Donc il faut vraiment arriver à trouver la juste mesure, et en particulier à lui laisser suffisamment de place. Je pense que pour beaucoup de gens, l'enfant est relativement absent
Il y a le côté désir, joie, enthousiasme, ou alors au contraire le côté peur, et tous les trucs un peu bizarres qui nous traversent et qui sont très puissants, sont absolument à respecter, à accompagner. Donc, pas de cadre, pas de valeur importante à mobiliser, on sait qu'on n'y arrivera pas. Ou alors trop de cadres contraignants et valeurs transformées en idéal inaccessible, on n'y arrivera pas. Mauvaise perception de la réalité extérieure ou interne, ça va nous faire planter. Et pas de désir, pas de joie, pas d'enthousiasme ou trop de peur. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que et qui rejoint ce que je disais ce matin, c'est que si on pousse à tout prix vers un seul levier, faudrait que vous vous organisiez plus. Vous faudrait voir les choses avec plus d'objectivité, faire un état des lieux, faire un bilan comptable, ou bien faudrait être un peu plus créatif, etc. Ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Or, en tant que thérapeute, on est obligé de tenir compte des trois. Et ça va pas être toujours facile de se retenir, de pousser sur un seul. Parce qu'on a un pli personnel. Si on est très organisé, très structuré, très travailleur, là c'est pas le moment de rigoler, etc., on risque d'être un peu comme ça. Hein. Et inversement, si on est je m'en foutiste, que c'est le bordel intégral, que en fait on rigole tout le temps, puis on se tient, puis ça me fait chier, j'arrête, etc., on risque de ne pas recevoir les gens à l'heure, de ne pas les laisser partir à l'heure, de faire un peu n'importe quoi. Et donc il y a aussi nous-mêmes vraiment à travailler. Donc si on n'y arrive pas, il y a, par exemple, il y a un des trois états du moi qui manque ou qui est déficitaire. On va s'engager dans quelque chose et on va échouer. Soit parce qu'on n'est pas assez organisé, soit parce qu'on n'a pas vu les choses d'une façon assez objective, soit parce qu'on n'a pas mis la passion et l'enthousiasme nécessaires. Donc on va échouer. Mais le problème de l'échec, c'est qu'on risque d'avoir comme un muscle qui s'affaiblit au fur et à mesure qu'il ne fonctionne pas correctement. Et on peut avoir une sorte d'affaiblissement de la capacité à s'engager. Et plus ça va aller, moins on va s'engager à force de se dire j'échoue. Au lieu de se dire voilà, c'est tel point que je dois changer pour réussir à aligner les trois niveaux. Donc à force de s'affaiblir dans sa capacité à s'engager, on va finir par fuir les situations qui exigent du challenge ou du changement. Et à force de les fuir, on va finir par augmenter progressivement notre faiblesse, notre champ d'action, et on va se replier. Donc là, il y a quelque chose qui est une sorte de cercle vicieux, et qui, en fait, tient souvent à un seul des trois états du moi qui n'est pas correct, que vous avez besoin, en tant que thérapeute, d'aider la personne à découvrir et à remettre d'aplomb. Inversement, de petite réussite en petite réussite, l'image de soi change progressivement. C'est pour ça qu'on essaye, dans les formations, que vous fassiez au moins une petite réussite. Et puis un petit premier entretien, un petit premier compte rendu, et que petit à petit, finalement, vous découvriez le plaisir qu'il y a, jusqu'à faire un grand exposé à la manière de Xavier, à la manière de Valérie, etc. Alors comment est-ce que tout ça se joue en TBSI? En TBSI, le SA2, donc le système A2, va permettre une gémellité provisoire. On est tous les deux pareils, on est tous les deux êtres humains, on est tous les deux dans l'émotion, et dans ce mélange du psychisme, les attitudes du thérapeute vont être d'une importance capitale. Ce que vous allez faire et qui sera efficace, c'est dans la mesure où vous allez travailler sur vous-même. Ça sera bien plus efficace que de travailler sur l'autre. Moi, ce que je vois souvent en supervision, c'est il dit ça, il a fait ça, elle a fait ça, voilà quel a été son problème, voilà quelle a été son anamnèse, etc., etc. Et j'aperçois rien du thérapeute. Qu'est-ce que ça t'a fait? Quelles images te sont venues? Quels souvenirs ça a évoqué en toi? Comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce que ça te faisait comme impression? Qu'est-ce que tu as eu comme désir de faire ou comme refus, etc. Or, c'est le plus important.
Mais la tentation, c'est de regarder l'autre comme un objet qu'il faut aider à évoluer et de perdre de vue que l'élément fondamental, c'est vous. C'est votre présence, c'est votre qualité d'accompagnement, c'est votre façon de percevoir ce qui se passe, pas seulement au niveau verbal, mais au niveau non verbal. Très souvent, par exemple, l'expérience des jeunes qui commencent, c'est de se dire, il suffit de reformuler, bien comme il faut, avec de l'empathie, etc. Ben oui, c'est bien, c'est nécessaire, mais ça ne donne pas un élément essentiel qui est, quelles sont les images qui me viennent? Quelles sont les impressions et les sensations que j'ai quand la personne dit ça? Quelles sont les émotions que j'ai avant ou après ou pendant? Qui sont largement plus importantes et plus intéressantes que ce que il a dit ça, elle a fait ça, etc., etc. Donc ça, ce mélange des psychismes, on le sous-estime toujours, et on sous-estime, enfin toujours, sauf bien sûr tous les expérimentés d'ici, du groupe, mais on sous-estime généralement que le travail, c'est autant faire attention à ce qui se passe en vous que faire attention à ce que dit l'autre. Alors au début, c'est difficile, parce qu'au début, on est fasciné par ce que l'autre dit, on veut bien faire, on veut bien comme il faut, on veut bien reformuler, on veut bien l'accompagner, on veut bien suivre les étapes de la TBSI, etc., etc. On le fait tellement bien qu'on finit par s'oublier complètement. Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'autre, il est tellement pas habitué à une écoute aussi bienveillante et accompagnante qu'il se rend même pas compte que vous êtes complètement là-dessus. Bon, c'est pas grave. Mais malgré tout, la supervision est utile pour vous, pour dire, attends, oui, mais toi, t'as ressenti quoi? Ah ouais, avant j'avais une trouille terrible, après j'ai été très content, mais entre les deux, pendant le temps de la séance, je sais pas. Voilà, alors bon, ça c'est vraiment important. Parce que c'est là qu'il va se jouer beaucoup de choses. Et pour vous-même, il s'agit de renforcer chacun des états du moi, mais plus particulièrement le déficitaire chez vous, mais aussi le déficitaire chez le patient. Donc, sans se substituer à celui-ci. Donc, mettons que vous avez affaire à quelqu'un qui est, en gros, déficit parental, qui est submergé par les émotions, qui peut pas se contrôler, qui a peur de tout, qui est mal, en même temps qui est vachement dynamique par moment, etc. Bon, qui manque de cadre et de structure. Vous allez avoir la tentation de lui donner du cadre et de la structure. Ben ça, c'est dangereux, puisque finalement, c'est faire à sa place. Il va falloir que vous évitiez de vous faire prendre par la tentation de la symbiose, ce qu'on appelle la symbiose en analyse transactionnelle, c'est-à-dire de remplacer vous-même l'état du moi qui est déficitaire. Si la personne est trop peu parentale, vous allez être trop parental. Si elle est trop peu enfant, c'est un discours sans affect, sans émotion, qui déroule comme ça, etc. Vous vous emmerdez parce que il y a rien, il y a pas de vie, il y a pas d'émotion, il y a pas de créativité, donc il y a pas de quoi. D'enfant, vous allez avoir tendance à vouloir à tout prix en amener. Donc, dans tous les cas, ce qui se passe en vous, vous indique ce qui manque chez l'autre, mais par contre, ce qui est difficile, c'est qu'il faut que vous vous interdisiez, pour autant, de le faire à sa place ou de le stimuler à sa place. Donc, par exemple, si vous avez à faire un discours désaffectivé, uniquement centré sur les faits, inintéressant, vous sentez que vous commencez à vous endormir, etc., eh bien, il s'agit de vous intéresser à ce discours en le transformant en un sens symbolique. C'est-à-dire, la personne, elle est en train de raconter comment elle s'en est vue avec le plombier qui venait pas pour décoincer les problèmes de sa salle de bain, etc. Ça, c'est intéressant. Si vous le comprenez comme il y a quelque chose concernant la nécessité de débloquer du côté de du côté de l'évacuation. À ce moment-là, vous vous intéressez
au discours opératoire de la personne, et le fait que vous ameniez du sens symbolique à l'intérieur de vous, éventuellement, du coup, que ça devienne un jeu. Ah bon, et le plombier, pourquoi il est pas venu, et qu'est-ce que... La personne est ravie de parler de son plombier, mais vous êtes en train de lui parler d'autre chose. Vous parlez à un autre niveau. Eh ben, au moins, tout le monde y trouve son bénéfice. Vous, parce que vous vous emmerdez plus, et lui, parce que vous lui transmettez des messages symboliques, masqués. Donc l'idée, c'est, vous n'allez pas ramener de force l'élément qui manque, mais vous allez, par contre, rester toujours centré sur qu'est-ce qui est vivant chez cette personne, quoi. On va chercher le vivant chez l'autre. Donc, tout ça se fait sous réserve que le SA2 ait été constitué. Donc, il faut supporter de se mettre vraiment au niveau gémellaire avec la personne qui vient. Ça, c'est pas toujours facile. C'est même presque le plus difficile. Parce que si c'est trop émotionnel, vous allez avoir tendance à vous défendre. Et si c'est trop défensif, vous allez tendance à être en dehors, ou à ne plus vous intéresser, ou à se dire, oh là là, j'ai oublié d'acheter des oranges, il faudra que je pense à les prendre en sortant, etc. Donc là, il faut que vous réussissiez à respecter l'humanité qui existe chez l'autre derrière ses résistances, derrière sa façade, derrière son personnage, etc. Donc là, c'est tout ce qu'on apprend en TBSI, hein, et aussi en mode éveillé, évidemment. C'est-à-dire d'être véritablement en lien avec la vraie personne, sous le personnage. Donc, implicitement, vous renforcez le parent, implicitement si c'est nécessaire, mais pas indirectement, par le fait même que vous transmettez un cadre. Vous-même, il faut que vous soyez rigoureux sur le cadre. Donc, vous donnez de l'importance au cadre, c'est à telle heure qu'on reçoit, pas 10 minutes avant, pas 10 minutes après, c'est tel prix, c'est tel lieu, on va pas changer de lieu chaque fois, c'est telle règle du jeu, etc. Ben, en faisant ça, vous n'avez rien besoin de dire, vous transmettez l'intérêt d'un cadre. Vous êtes assez cadrant aussi dans la gestion du déroulé, c'est-à-dire, par exemple, pour les parties, le dialogue entre les parties, ben vous allez intervenir pour, et lui, qu'est-ce qu'il en pense, et l'autre, qu'est-ce qu'il répond, etc. Il y a un côté un peu cadrant. Et en même temps, vous montrez que tout ça, c'est au service du patient et donc du sens, et non pas pour vous faire plaisir. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous transmettiez que le cadre, c'est utile et que la personne va pouvoir en faire quelque chose. Eh bien, vous avez rien besoin de dire, il n'y a pas besoin de faire un discours, il n'y a pas besoin d'expliquer que c'est utile le cadre ou qu'il faudrait qu'il se structure. Là, implicitement, vous transmettez du cadre. Implicitement, vous favorisez la désidentification en regardant d'une manière objective et à distance ce que la personne amène. Tous les deux, vous regardez ce qui se passe. En dehors des valeurs ou des émotions. À un moment donné, on fait le point. Par exemple, entre telle étape et telle étape, on fait la transition avec une vue objective. Et c'est, en somme, vous avez dit ça, il s'est passé ça, vous avez essayé telle solution, vous avez fait... en faisant ça, qu'est-ce que vous transmettez? Vous transmettez, on peut regarder ça objectivement et à distance. Hein? Donc avec une certaine désidentification, qui est utile aussi. Il ne faut pas croire, mais la désidentification, c'est-à-dire, je vois ça en dehors de mes valeurs, en dehors de mes émotions, eh ben, c'est utile aussi. Hein, c'est un peu aussi ce qu'on appelle, comment ils s'appellent ceux qui ont fait le voice dialogue. C'est ce qu'ils appellent l'égo-conscience, c'est-à-dire, je regarde à distance les émotions qui se battent à l'intérieur de moi ou les parties qui se battent à l'intérieur de moi. La désidentification, c'est le fonctionnement sain de l'adulte. Il y a une partie de vous qui fonctionne sainement quand elle est désidentifiée. Par moment, c'est complètement bizarre et pourtant vous verrez que c'est utile. Par moment, ça peut être de se dire intérieurement, bon, ma foi, s'il veut foutre sa vie en l'air, moi j'y peux rien. Ça veut pas dire qu'on va rien faire. Mais il y a quand même une partie objective qui essaye de voir les choses avec des identifications, et du coup qui voit les choses beaucoup plus finement.
Parce qu'on n'est plus pris dans des enjeux qu'il faut à tout prix faire ci ou faire ça, ou empêcher ci ou empêcher ça. Donc la désidentification, c'est aussi une des capacités de l'adulte. L'enfant, sa prise en compte est présente dans chaque partie de l'entretien, quasiment. La reconnaissance et l'accompagnement amplificateur de l'émotion vraie au début, ça c'est quand même l'enfant. Il faut que vous soyez en accord avec votre propre enfant intérieur pour pouvoir accompagner l'émotionnel librement et aisément et jusqu'où il faut aller. L'enfant est présent aussi dans les images et les visualisations. Quand vous utilisez des métaphores, quand vous faites la question miracle, tout ça c'est des trucs infantiles, c'est la créativité de l'enfant. Et lorsque vous recherchez à la fin une petite action nouvelle qui sera à 180 degrés par rapport aux solutions habituelles que la personne recherche, eh bien, là aussi, il faut être créatif. Vous le savez tous, que les premiers temps, vous balisez à l'idée, oui, mais alors, et la tâche, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour la tâche? Oh là là, il reste plus que 10 minutes pour trouver la tâche, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, etc. Donc, il y a un côté créatif et ludique qui est tout à fait utile à ce moment-là. Ça veut dire que, d'une certaine manière, quand vous reconnaissez les émotions, quand vous transmettez un travail avec les métaphores, avec la question miracle, avec la visualisation des exceptions, etc., quand vous cherchez ensemble, comme une espèce de jeu mutuel, les nouvelles attitudes, les nouvelles actions, eh ben c'est l'enfant en vous qui fonctionne. Donc, en tant que thérapeute, le parent va tenir le cadre, l'adulte va être suffisamment désidentifié pour voir les choses objectives, et l'enfant va jouer avec les émotions, les images, la créativité, etc. Donc l'enfant du thérapeute vibre en harmonie avec les émotions et les vécus de l'enfant du patient, ce qui représente une amplification implicite du droit de l'enfant. Il y a quelque chose parfois de ludique dans les séances, où on sent que ça pétille, quoi, et où on a envie, même où on se marre, éventuellement, où on déconne, où on fait un trait d'humour. D'une certaine manière, c'est dire, mais ça aussi, ça a le droit, quoi. L'enfant, il a droit au rire et à la créativité. Donc là, j'ai fait une sorte d'aide-mémoire, abécédaire. Le parent, c'est l'autorité, la bienveillance et la contention. C'est autre chose aussi, mais bon, pour faire abaisser, il faut qu'il soit ferme, il faut qu'il soit bienveillant, et il faut qu'il soit capable de contenir. Aussi bien le patient à l'intérieur de lui-même que vous par rapport au patient. L'adulte, désidentification, et aussi discrimination assez fine. Et l'enfant, l'énergie vitale. Moi, quelquefois, j'ai fait des dessins avec ça. J'ai fait un cadre de tableau. À l'intérieur du cadre du tableau, j'ai mis une calculette et en bas, un feu. Et du coup, c'est un peu la représentation de tout ça, quoi. Le cadre du tableau, un joli cadre comme ça, qui contient les choses. Là, c'est la calculette. Qui regarde, qui calcule objectivement, etc., etc. Et là, c'est le feu vital, quoi. Voilà, ben, il faut les trois, quoi. Le cadre du tableau. D'ailleurs, les créatifs aiment bien, des fois, avoir un cadre un peu contenant, parce qu'ils sont obligés, du coup, de trouver des astuces pour pouvoir faire avec ce cadre. Hein? Voilà, avoir tant
avoir une forme de poésie dans laquelle il faut faire tant de vers, avoir un livre qu'on va écrire où il faut qu'il y ait tout sauf la lettre E, Georges Perec, ou bien des choses comme ça. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, le cadre peut stimuler la créativité. Est-ce que au lieu de faire tout ce qui me vient, non, attends, il faut que je tienne compte de ça. Et ça va faire ce que je vous ai souvent dit, qui est l'effet Venturi, quoi. C'est-à-dire, oui, là, faut que je me lance là-dedans. Donc alors, ça c'est les ressources, et comment on va les activer? Il y a 2 points fondamentaux pour que les ressources soient activées, c'est-à-dire prises en charge concrètement par le patient. Premièrement, la reconnaissance active des possibilités de la personne. C'est-à-dire, il faut vraiment que vous soyez attentif à ça. Qu'est-ce qui existe comme possibilité, comme ressources que la personne ne voit pas et que vous êtes persuadé qu'elle les a? Le simple fait d'être persuadé qu'elle les a, ça va vous aider à les trouver. Et ça se voit. Alors moi, j'ai remarqué ça. C'est que, par exemple, les psychanalystes très éveillés qui ont fait la TBSI, dans les premières séances, ils font pas de la TBSI stricte, mais par contre, ils ont spontanément quand même tendance à repérer qu'il y a du positif quelque part, qu'il y a du recadrage possible, qu'après tout, on pourrait voir aussi ça, etc., etc. Ça, c'est très utile. Même si vous allez faire un travail de psychanalyste rêve éveillé au sens propre du terme, le pli qu'on apprend en TBSI qui est où est le positif, comment ça se fait qu'il y a quelque chose, sous quel angle on pourrait voir ça positivement, etc., etc., est très utile. Donc, par exemple, la question qu'est-ce qui a changé à partir de la deuxième séance, qu'est-ce qui a changé, qui oriente le regard vers du changement. Et surtout la question, comment avez-vous fait? Qui renvoie au fait que la personne découvre qu'elle sait faire, et qu'elle l'a fait, et qu'elle savait même pas qu'elle savait le faire. Donc les deux emboîtés, c'est-à-dire un regard différent sur la réalité et un regard différent sur soi-même, favorisent une évolution identitaire par changement du regard. Je n'ai plus le même regard sur moi, ni sur la réalité. Dans cette même ligne, la question inattendue concernant le chiffre sur l'échelle du problème. Oh j'en suis à 2 sur l'échelle du problème. Comment vous en êtes arrivé à 2? Ça renverse la perspective, c'est de dire, mais oui, il y a quelque chose en vous qui est déjà existant et qui a déjà des possibilités, vous vous rendez pas compte. Donc la personne, elle va être obligée de les trouver. Tout ça, ça va lui donner la possibilité d'activer la croyance dans ses capacités et la réalité de ses capacités, et puis à minima la question des exceptions, surtout quand elles débouchent, comment avez-vous fait à ce moment-là, quoi. Enfin, ce qui va activer tout ça, c'est aussi l'appel à l'action concrète et à l'expérience nouvelle. Vous connaissez Festinger, c'est-à-dire que quand on a fait un acte qui ne correspond pas à ce qu'on fait d'habitude et à notre idéologie habituelle, mais qu'on l'a réellement fait, c'est plus facile de changer l'idéologie que de changer l'acte. Et donc, d'une certaine manière, on va devoir changer notre vision de nous-mêmes, puisque maintenant, il va falloir qu'on intègre qu'on a fait cet acte. Eh bien, le fait de faire cet acte, de faire l'expérience nouvelle qui est proposée à la fin de la TBSI, c'est extrêmement mobilisateur d'un changement de vision de soi-même, puisque, oui, je suis capable de faire ça, donc je ne suis pas exactement ce que j'étais, ce que je pensais être, ce que je voulais être précédemment. Donc, c'est des choses que vous connaissez, je vous rebats un peu les oreilles là-dessus, mais bon, ça fait pas de mal de revenir de temps en temps sur les différentes choses, et donc sur bien garder l'idée que vous devez travailler vous-même intérieurement sur chacun de ces points, quoi. Et que finalement, le boulot thérapeute, c'est largement autant un travail sur soi que sur le patient. Ça rejoint quelque part Searles et compagnie. Et là, on va terminer du coup la journée avec le premier exposé qui se termine par le dernier. Voilà.